Bonjour à toutes et à tous. Gilles Chaperon, comme il m'a été présenté. Donc, je suis très heureux d'avoir l'opportunité de faire cette présentation devant vous au nom de Terrasol pour vous introduire le travail que nous menons pour développer une plateforme de travail, comme ça a été introduit, une plateforme de travail collaboratif dédiée à la géotechnique. Donc, le but d'aujourd'hui, ce n'est pas de vous faire de la réclame sur cette plateforme, c'est plutôt de vous raconter pourquoi on s'est lancé dans ce projet ambitieux et comment finalement on s'y prend pour le concevoir. Donc le nombre de présentations aujourd'hui de cette journée montre que c'est un sujet particulièrement dynamique. La géotechnique a toujours été une ingénierie qui a besoin de se renouveler en permanence et de se moderniser. Donc je n'ai pas du tout la vision pessimiste qui a été présentée juste avant. Je pense que justement on évolue sans cesse avec les nouvelles technologies, des calculs de toujours plus performants, etc. Donc voilà. En matière de numérique, le géotechnicien est confronté souvent à plusieurs défis. Le premier, c'est de choisir justement le bon outil pour le bon cas d'usage. Un bon outil, c'est un outil efficient, mais aussi un outil qui permet d'apporter la bonne réponse à un problème donné. Donc les outils trop généralistes, parfois, c'est une source de perte de temps. On a parfois besoin juste d'outils qui traitent spécifiquement un cas. Il y a également l'aspect collaboration, fluidifier la collaboration entre les gens. Là, Lucas en a parlé, effectivement, les échanges sont quelque chose de très très important, fluidifier les échanges. Voilà. La jeunesse du projet, c'est d'abord des constats. Et donc les constats, je les fais au nom de Terrasol, puisque ça fait 15 ans que j'y travaille. À Terrasol, on a pas mal d'outils internes. Notamment, on a un CRM, on a des guides méthodologiques pour aider les ingénieurs à concevoir, à travailler sur leurs affaires. On a aussi des tableurs qu'on transforme peu à peu en outils, en applications web. On a des bases de données. Et on utilise également, évidemment, des logiciels de bureau que certains d'entre vous connaissent, qui sont conçus à l'origine pour nos propres besoins, pour nos propres usages, pour répondre à des problématiques qu'on a eues sur des affaires. Chacun de ces logiciels répond à une problématique donnée, donc, par exemple le calcul des fondations, le calcul des soutènements, la stabilité pour Talent qui a maintenant 30 ans. Et le parti pris à chaque fois, c'est de guider l'ingénieur à travers le contenu qui est parfois conséquent, des normes, des règlements, sans pour autant brider son jugement. Donc finalement, on a à disposition à Terrasol un grand nombre d'outils, mais ce qu'on constate, c'est qu'ils sont assez dispersés, ils ne sont pas toujours bien ou pas du tout même connectés entre eux. Et ça, c'est gênant vis-à-vis des besoins qu'on a en matière de digital, de numérique aujourd'hui. Les besoins, c'est d'abord de capitaliser sur l'information, la connaissance des projets et les données qui sont associées. C'est aussi une façon de travailler de plus en plus collaborative, je l'ai dit tout à l'heure, au sein même d'une société, mais aussi avec les acteurs d'un projet, que ce soit des partenaires, des sous-traitants ou d'un maître d'ouvrage. Ce travail collaboratif, on a envie qu'il soit le plus fluide possible. On veut aussi que nos outils qu'on a mis du temps à fabriquer, ils soient pérennes dans le temps. Parce que bon, la technologie, elle évolue, les supports, ils évoluent. Et donc, on veut que ça ne soit pas perdu ou que la maintenance, elle soit relativement facile à faire. Enfin, on ne veut pas seulement stocker des données, parce que stocker, collectionner les données pour les données, ça n'a pas grand sens. Nous, ce qu'on veut, c'est en faire quelque chose. On est avant tout un bureau d'études qui conçoit des ouvrages, donc on veut relier les données avec des modules de calcul, des outils de calcul, des outils d'analyse, puis des outils de calcul. Voilà, donc les objectifs, ils sont clairs. C'est le cahier des charges, finalement, de la conception de cette plateforme. C'est créer une plateforme qui centralise l'essentiel pour gagner du temps, pour gagner de la pertinence et nous permettre d'optimiser nos projets. C'est pour ça qu'on nous missionne généralement. Alors, comment on s'y prend ? Comment on s'y est pris ? Notre fil conducteur, c'était le pragmatisme et la modularité. C'est faire des choses simples, mais qui se complètent et se connectent les unes aux autres. En géotechnique, on peut souvent résoudre un problème complexe en le décomposant en problèmes simples. Donc pour résoudre ces problèmes simples, ça nécessite des composants et pas seulement des outils de calcul. D'ailleurs, je vais y revenir abondamment. C'est des outils pour appuyer le savoir et le savoir-faire de l'ingénieur.
Donc on a besoin en premier lieu de localiser les projets. Donc le premier composant, c'est un SIG. On a besoin de pouvoir consulter ces données. Hop là. Hop, moi aussi je spoil, décidément. Et puis on a besoin de consulter ces données pour appréhender le contexte géotechnique. On a besoin d'une base de données de reconnaissance géotechnique, évidemment. Et on a besoin d'outils pour donner du sens à ces données. Puis ensuite, on a besoin d'outils pour faire les calculs, la conception des ouvrages et éventuellement confronter, si on a des suivis, des mesures d'auscultation, les confronter à la réalité du terrain quand on construit l'ouvrage. Voilà pour le cahier des charges. Un petit mot d'architecture. L'architecture de la plateforme. La plateforme, d'autres que nous pourront l'utiliser. Donc on a introduit ce qu'on appelle des domaines. Donc là, par exemple, vous voyez la bulle qui représente le domaine Terrasol, mais il pourra y avoir d'autres domaines, il y a d'autres sociétés qui seront complètement, on va dire, décorrélées des autres domaines, ou au contraire en interaction par le gré des projets avec d'autres domaines. Dans chaque domaine, il y a des projets, c'est des entités, on va dire, du domaine. Des projets, là encore, ils peuvent avoir des interactions entre eux, je vais dire pourquoi. Donc là, par exemple, je prends le projet, c'est l'illustration un peu de la présentation, le fil conducteur, un projet qu'on a fait à Austerlitz, à TMM10, c'est la couverture des voies d'Austerlitz, sur lequel on a pas mal travaillé. Donc ce projet, on l'a décomposé en deux secteurs, une zone nord, une zone sud, parce que la géologie et le contexte faisaient qu'on avait besoin de cette décomposition. Dans chaque zone, on a des reconnaissances géotechniques spécifiques. On peut en avoir aussi un petit peu plus loin. On peut aussi en emprunter à des projets proximité. Et puis ensuite, dans chaque secteur, on a des ouvrages à concevoir, puis ensuite à construire. Donc là, on avait des fondations profondes pour fonder un bâtiment sur les voies. On avait des soutènements, un tunnel, pourquoi pas. Et donc à chaque ouvrage, on veut connecter un module de calcul dédié à, en l'occurrence, là, le calcul des pieux ou le calcul des soutènements. Voilà pour l'architecture générale. Maintenant, si je reviens aux composants que j'ai cités tout à l'heure, donc le premier, je disais, c'était localiser. Le premier, c'est un SIG, une carte. La carte, ça a un rôle central dans le repérage des projets, c'est vrai, c'est la bibliothèque des projets. Hein. Une bibliothèque de livres, c'est bien rangé dans une bibliothèque. Voilà, mais une bibliothèque de projets, finalement, on a besoin de les localiser pour savoir où ils sont et si, en l'occurrence, ils sont proches du projet que je veux traiter à l'instant T. Plus cette carte elle est complète, plus elle est efficace pour retrouver les projets. Et puis, elle doit être complétée aussi par des métadonnées liées au projet. Quels ouvrages j'ai conçus sur ces projets, quelles données j'ai à disposition dans ces projets, etc., etc. La carte elle a aussi un rôle fondamental dans la compréhension du projet et son implantation dans l'espace. Donc un fond de plan ou un plan d'ouvrage, quand il est géoréférencé, c'est bien. Il ne l'est pas toujours. Mais parfois, on est un peu perdu si on ne superpose pas, par exemple, à des fonds de plan. Donc là, par exemple, je superpose le fond de plan qu'on m'a fourni à de l'orthophoto. Tout de suite, je comprends un peu mieux le contexte. Déjà, je sais où est le nord. Et puis ensuite, je comprends un petit peu quels sont les ouvrages à construire et où ils se situent par rapport à de l'existant. Donc dans l'application, on localise le projet, évidemment, il y a un pin de projet. Mais en plus, on l'habille avec tout ce qu'il y a autour, les fonds de plan. Et puis ensuite, là j'y viens, c'est tous les flux qui sont disponibles, beaucoup en open data et de plus en plus. Et donc ça, je remercie tous les acteurs qui travaillent à ça, notamment le BRGM qui est ici présent. Donc là, par exemple, c'est un travail que j'avais fait sur la porte de Montreuil pour comprendre un petit peu comment le tunnel de la ligne 9 il avait été construit. Et du coup, j'ai été regarder les photos anciennes pour voir, ah bah oui, tiens, il n'y avait pas ce rond-point avant, il était décalé, etc. Et du coup, ça m'a permis de mieux comprendre le projet. J'ai évidemment consulté pour cet ouvrage, ce projet-là, la carte géologique de l'Infoterre. Et il y a tout un tas de fournisseurs de flux de données géoréférencés qui peuvent s'interconnecter directement via API ou via vraiment des connecteurs via le web. Et donc le but, c'est que tous ces flux ils soient interrogeables et intégrés dans une solution qui donne la possibilité à nos ingénieurs de les consulter rapidement, de les superposer pour croiser les informations. Justement, ça m'amène aux reconnaissances. Donc la première chose quand on travaille sur une affaire,
Généralement, on essaye de valoriser l'existant, et le premier existant qu'on a, c'est les sondages de la BSS, de l'Infoter, en France, quand on travaille en France, mais il y en a d'autres aussi au Royaume-Uni, il y a d'autres types d'informations du même ordre. Alors c'est pas seulement la carte géologique, donc ces sondages-là, il y a assez souvent maintenant, on a des logs géologiques numérisés, donc c'est un travail très conséquent qui a été mené, donc nous on essaye de l'exploiter. Donc déjà on peut appeler le flux vraiment de données de ces sondages, puis par exemple on peut le rentrer dans une petite moulinette pour, par interpolation, regarder le toit, le mur de chaque couche, de façon très macro et très préliminaire, pour mieux appréhender le contexte. Le deuxième existant qu'on a, c'est les données d'archives à proximité qu'on a, nous, en tant que société. On a travaillé sur des projets à proximité, donc on peut aller à la pêche aux infos. Le but de la plateforme, c'est bien de référencer tous les projets d'une société, toutes les données qui sont associées à ces projets, et donc que les gens qui travaillent sur ce projet puissent aller chercher très vite, très rapidement, de façon fluide, sans perdre de temps, les données qui sont proches, pour mieux comprendre, encore une fois, le contexte. Alors là, vous êtes sans doute nombreux à vous dire oula, mais c'est un projet de fou de vouloir rentrer tous les types de reconnaissance géotechnique dans une base de données. Il y en a tellement, elles sont tellement diversifiées, etc. Comment est-ce que vous vous y prenez pour ça? Parce que c'est un travail qui est conséquent. Donc l'idée, ça a été d'utiliser le format de fichier d'échange AGS. Là encore, Lucas en a parlé juste avant. C'est un petit peu le seul qui existe à l'heure actuelle, en tout cas qui est aussi complet. Il est anglais, mais voilà, donc il y a quelques défauts et quelques manques, mais c'est pas grave, il est quand même très complet et il continue à être développé. Donc évidemment, c'est un format de fichier d'échange, donc il y a un travail conséquent de compréhension de son contenu et de la façon dont les différents groupes, les différentes tables en l'occurrence, dialoguent les unes avec les autres, quelles sont les clés qui leur permettent d'interagir. Mais au final, on y arrive assez bien. Nous, on a généré notre base de données finalement, dont vous voyez l'arborescence là en bas, juste avec le dictionnaire de données de l'AGS et des scripts, et on y arrive assez bien. Le grand avantage que ça a, c'est que ça nous guide d'un point de vue logique pour construire toutes les pages qui permettent de renseigner ensuite les données. Et puis, ça nous aide aussi à ne pas oublier de données, parce qu'on n'est pas omniscient, on ne connaît pas tout. Je l'ai dit, il y a des manques, mais ça, c'est assez facile ensuite de les rajouter au bon endroit dans la base de données pour que ensuite ça soit compatible AGS, et c'est compatible par construction, puisqu'on garde la même structure en import, en export. Voilà. L'intérêt aussi d'une telle base de données, c'est l'échelle des projets. Finalement, peu importe la taille d'un projet, 3 sondages, 1000 sondages, ça doit fonctionner pareil, ça doit être aussi fluide. Donc c'est ce que permet aussi ces bases de données et puis les pages qui y sont associées, une consultation fluide. Pour terminer sur la partie reconnaissance, on intègre aussi l'interprétation des essais. Donc là par exemple vous voyez pour le pressiomètre, parce que on est en France. On a conçu une brique qui permet de dépouiller, traiter automatiquement les essais par lot, valider, prendre en compte tout ce qui est calibrage, et puis voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intégrées. L'intérêt, c'est que une même information ne soit pas rentrée 2 fois. L'interprétation de l'essai précieux, ça nous permet d'avoir les paramètres dérivés, qui sont EMP-FPL, et ces paramètres dérivés, on n'a pas envie qu'ils soient rentrés 2 fois, un par un technicien, et puis ensuite par l'ingénieur pour faire des statistiques. Déjà, il y a un risque d'erreur, et puis ensuite, c'est une perte de temps. Donc, si c'est intégré, du coup, ça évite cette perte de temps et les erreurs. Donc ça, c'était les paramètres dérivés. L'analyse, ensuite, on intègre des outils d'analyse, parce que finalement, c'est des outils qu'on avait au quotidien, mais qui n'étaient pas forcément toujours connectés. Donc, l'analyse de ces données de reconnaissance, en premier lieu, c'est de pouvoir faire des profils et des coupes. Donc, on a des outils. Alors, c'est le même outil que j'ai présenté tout à l'heure pour de géostatistique très simple, c'est du crigeage simple. On ne s'embarque pas dans de la géostatistique compliquée avec, c'est vraiment, ça se veut un peu ras des pâquerettes niveau géostatistique, mais ça fait son job pour, en tout cas, pour traiter les choses vite et puis pour pouvoir faire des coupes vite. Ensuite, si on a besoin de réinterpréter, de modifier des choses, le meilleur moyen, c'est d'aller exporter ça dans un logiciel de DAO et avec le projeteur, de se mettre à côté de lui et de redessiner les choses dans le détail comme on l'entend.
Voilà, mais donc ça, c'est un outil rapide de traitement. Et ensuite, on a des analyses, on va dire, généralistes de type statistique. Donc ça, c'est des tableaux de statistiques par sol, par formation, simple ou avancé. On a évidemment des outils de data science, de visualisation, l'histogramme, qui est très important quand on a beaucoup de données. Et puis, nuage de points. Évidemment, il y a d'autres types de graphiques plus spécifiques, Robertson pour les CPT, fuseau granulométrique, etc., etc. Voilà, et là, ça permet évidemment de générer aussi des rapports automatiques, parce que ça, c'est dans notre quotidien, on a besoin de ça pour ensuite intégrer ça dans nos rapports. Ensuite, 2 minutes. Ensuite, ce qu'on veut, c'est, une fois qu'on a fait l'analyse, ce qu'on veut, c'est tracer les décisions de l'ingénieur, donc décider des valeurs caractéristiques. Il y a pas mal de groupes de travail qui ont travaillé sur l'interprétation et sur la structuration des données interprétées, notamment Mind. On a travaillé pas mal avec Mickaël, et Mickaël en parlera avec Alexis tout à l'heure. Il y a la GSI aussi qui va présenter quelque chose dans pas longtemps, d'ici 15 jours. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose de très simple et efficace, des tableaux dans lesquels les ingénieurs, enfin les gens qui participent au projet, puissent rentrer les paramètres qu'ils ont décidés pour leur calcul, et puis pouvoir les commenter, pouvoir expliquer pourquoi ils ont choisi telle et telle valeur. On peut aussi rentrer des valeurs un petit peu plus complexes, pas seulement une valeur unique, mais une valeur moyenne couplée à un écart type ou une valeur ou une fourchette sur un paramètre. Donc très simple et efficient. Ensuite, pour les calculs, puisqu'après la définition des paramètres vient les calculs, donc on a dit qu'on a pour chaque projet indiqué qu'on avait des ouvrages à dimensionner. Donc là, tout simplement, cette brique-là, c'est une bibliothèque de modules de calcul. Donc on en a tout un tas qu'on a collectionné au fur et à mesure, qui étaient des tableurs, puis ensuite qui se sont transformés en applications web, donc pour les soutènements, les fondations, les rabattements, etc., etc. Ils sont indépendants, ils peuvent s'assembler, et ils sont conçus par nos ingénieurs qui les testent et qui les utilisent au quotidien. Voilà, dernière chose, d'un point de vue de calcul, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est des innovations. Donc, par exemple, c'est le multicalcul. Pour un calcul de portance, par exemple, là, vous voyez que le module il s'interface avec l'outil d'interpolation, couche par couche. Il détermine au niveau de chaque appui les épaisseurs des couches et ensuite, il calcule le meilleur ratio entre diamètre et longueur des pieux et type de pieux, en fonction des descentes de charge qu'on a rentrées. Donc ça permet d'améliorer la fiabilité des calculs, surtout l'efficacité. Il fait un grand nombre de calculs très rapidement et ça nous donne des capacités d'optimisation importantes. Pour conclure, comme vous avez pu le constater, c'est un projet qui se veut particulièrement ambitieux, dans lequel on s'est lancé par sa nature. Déjà, le support, c'est le web, donc c'est assez nouveau pour nous. C'est un projet qui ouvre énormément de nouvelles portes. On a beaucoup d'idées pour intégrer des choses, à intégrer dedans. C'est passionnant, c'est motivant et c'est formateur. Donc c'est motivant pour nos équipes de l'utiliser. Et puis c'est formateur aussi pour nos ingénieurs et nos développeurs qui participent à sa construction. Et enfin, c'est aussi nécessaire pour l'avenir, pour notre avenir, de pouvoir capitaliser sur les connaissances qu'on acquiert sur les projets, y connecter notre savoir-faire en matière d'outils de calcul, pouvoir développer de nouvelles choses, notamment il y aura des opportunités vis-à-vis de l'IA, création de métamodèles, et aussi avec toujours en tête, il y a eu quelques mots échangés là-dessus, sur l'interopérabilité, c'est très important de pouvoir ensuite connecter cet outil-là à d'autres outils externes. Voilà, merci de votre attention. Je voulais juste remercier mes collègues qui m'ont aidé à préparer cette présentation, Mintoine en particulier, Anna Maria, Alexandre, Fad et toute l'équipe. Voilà, si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir.